The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de nouveau connecté. Je m'appelle Marion Marigot, je suis spécialiste technique du PNUD pour la biodiversité et les rapports nationaux pour la Convention sur la diversité biologique. Je serai aujourd'hui votre facilitatrice pour ce webinaire. Donc vous le savez, au cours de ces 3 dernières années, le PNUD et la NASA ont collaboré avec des chercheurs de haut niveau pour générer de nouvelles données sur les forêts tropicales qui peuvent être utilisées par les décideurs pour répondre à leurs besoins nationaux. En collaboration avec 8 pays pilotes, nous avons testé avec succès l'applicabilité de ces données spatiales. Et à présent, au cours de la dernière année du projet, nous diffusons ces données dans 21 autres pays qui sont dotés de forêts tropicales humides. Next slide, please. Alors ici, il s'agit du 3e et dernier webinaire de notre série pour sensibiliser le public au potentiel d'utilisation des données du projet sur l'intégrité forestière afin de soutenir les engagements de votre pays en matière de conservation et de climat. Aujourd'hui, on va commencer par passer en revue les informations qu'on a partagées lors des précédents webinaires, à savoir les objectifs généraux du projet, les données disponibles via le projet et où vous pouvez y accéder. On discutera ensuite des applications générales pour chacune des couches de données produites par le projet. Et la 3e partie du webinaire présentera les méthodes de base sur la façon dont les données du projet peuvent être appliquées pour répondre aux questions de politique clés liées à la mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique, mais aussi du programme de développement durable à l'horizon 2030. Comme d'habitude, on aura à la fin de la session du webinaire du temps pour des questions et réponses. Et aujourd'hui, bien sûr, je donnerai ce webinaire, mais nous avons aussi avec nous un membre de l'équipe scientifique donc qui a généré certaines de ces données. Le docteur Andrew Hansen est avec nous et il pourra donc répondre à vos questions lors de la session de questions-réponses. Andrew ne parle pas français, mais je prendrai vos questions en français si besoin, je le traduirai en anglais et vice-versa. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Comme d'habitude, dans nos sessions, je vais juste vous rappeler certaines règles et dynamiques pour aujourd'hui, à savoir que les microphones sont coupés pendant la présentation parce que ça réduit les interférences et ça facilite la communication. Vous pouvez envoyer à l'avance vos questions ou lever la main dans le panneau de configuration de GoToWebinar. Si vous souhaitez parler et que la connexion vous le permet, on ouvrira vos micros et vous pourrez poser la question directement à Andrew. Comme certains de nos participants ne sont pas forcément francophones et ne parlent pas français comme langue natale, je rappelle à tout le monde qu'il faut parler doucement. Ça favorisera la compréhension entre nos pratiquants du monde entier. Et le webinaire, pour que vous le sachiez, est entièrement enregistré et il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du Forum NBSAP. On le partagera également via email. Next slide, please. Il y a un petit délai. Parfait. Alors, je voudrais donc commencer aujourd'hui avec un bref récapitulatif de ce qu'on a couvert lors des webinaires précédents. Comme vous le savez, le projet sur l'intégrité forestière de la NASA rassemble la NASA, des chercheurs de classe mondiale et vous, afin d'utiliser la puissance des données spatiales et de la science pour soutenir la planification de la conservation, la surveillance et les rapports sur la biodiversité. Notre objectif, c'est de produire des données scientifiques rigoureuses sur les forêts tropicales qui peuvent aider le PNUD et les gouvernements à prendre des mesures pour soutenir les priorités relatives au climat et à la biodiversité. Next slide, please. Lors du tout premier webinaire en octobre 2019, on a présenté de nouvelles données sur les forêts tropicales disponibles via le projet sur l'intégrité forestière de la NASA. On a également entendu 2 de nos pays pilotes, à savoir la République démocratique du Congo et le Vietnam, sur la façon dont ils ont utilisé les données du projet pour soutenir leur planification de conservation et leurs rapports nationaux. Lors de notre 2e webinaire en février 2020, nous vous avons formé à l'utilisation du UN Biodiversity Lab en tant qu'outil pour accéder à des données mondiales clés, pour mettre en ligne des données nationales et exécuter des analyses spatiales de base. Nous vous avons également montré comment accéder aux données, visualiser et les télécharger, mais également mettre en ligne vos propres données sur le UN Biodiversity Lab. Alors, si vous avez manqué un de ces webinaires, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours accéder aux enregistrements et aux présentations sur les liens affichés à l'écran, et nous les partagerons encore une fois via email lorsque l'on verra l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Next slide, please.
Comme on en a discuté dans les webinaires précédents, le projet sur l'intégrité forestière produit 6 ensembles de données clés. 4 d'entre eux sont déjà terminés et sont disponibles pour votre usage. Et nous sommes ravis d'annoncer que nous avons de nouvelles données disponibles sur la fragmentation et la connectivité des forêts. Les données sur la fragmentation des parcelles forestières à haute intégrité sont désormais disponibles sur notre compte Figshare du projet. Elles s'ajoutent aux données sur la fragmentation et la connectivité des paysages forestiers intacts qui étaient déjà auparavant disponibles, comme on en a parlé lors de notre webinaire précédent. La 6e couche de données, elle, sera donc disponible dans les 6 prochains mois. Évidemment, on vous informera quand c'est le cas. Next slide, please. Suite à notre premier webinaire, nous avons partagé des cartes préliminaires de données du projet avec vous pour votre pays en novembre 2019. Par contre, si vous êtes l'un de nos pays pilotes, vous avez reçu ces cartes non pas en novembre 2019, mais en janvier 2020. Pour certains jeux de données, plusieurs cartes sont disponibles. Vous pouvez voir la liste complète des cartes que nous avons fournies ici donc sur cette slide. Et si vous n'avez pas reçu ces cartes pour une raison quelconque, ou si vous avez des questions ou vous voulez apporter des modifications, n'hésitez pas à contacter notre collègue qui s'appelle Scott Atkinson, qui est un expert en données spatiales, à l'adresse scott.atkinson@undp.org. Next slide, please. Lors de notre dernier webinaire, nous avons montré comment visualiser et télécharger les données sur le UN Biodiversity Lab, donc les données du projet sur l'intégrité forestière. Et c'est simple, il suffit donc de cliquer sur le filtre Forest Integrity Project sur le UN Biodiversity Lab dans le filtre avancé, comme c'est montré ici. Je vous laisse juste revoir ce GIF, voilà. Next slide, Diego, please. Maintenant donc que j'ai résumé certains des points clés qui ont été abordés dans les 2 premières formations, je vais fournir un aperçu de la façon dont les différentes couches de données peuvent être appliquées pour soutenir la mise en œuvre, le suivi et la production de rapports sur des cibles et indicateurs clés de votre pays. On va donc se focaliser sur les données qui sont conçues pour appuyer votre action. Next slide, please. Les produits donc, du projet sur l'intégrité forestière sont pertinents pour divers objectifs d'Aichi pour la biodiversité, mais ils se chevauchent aussi avec certaines cibles de l'objectif de développement durable numéro 15, Life on Land. Plus précisément, nos produits ont été conçus en fait pour contribuer aux objectifs mis en évidence pour la Convention sur la diversité biologique et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nos produits peuvent donc être utilisés pour définir les habitats forestiers naturels, la dégradation des forêts, l'état des aires protégées, la connectivité, la fragmentation, etc. Nous travaillons également sur des produits qui sont pertinents pour les espèces menacées. Et plus tard dans ce webinaire, on vous montrera quelques analyses qui sont spécialement conçues pour vous aider à rapporter sur les cibles qui sont ainsi indiquées. Donc vous voyez à l'écran que les objectifs d'Aichi pour la biodiversité 5, 11, 12 sont vraiment adressés par nos données, mais également les cibles donc, pour les ODD 15.1, 15.2, 15.5 et 15.9. Next slide, please. Pour commencer à vous donner une idée des types d'utilisation des données du projet, je vais d'abord parcourir certaines des applications de base pour les couches individuelles qui sont disponibles via le projet. Comme vous vous en souvenez peut-être lors de notre premier webinaire, le premier ensemble de données est l'état des forêts qui est généré donc par Matt Hansen de l'Université du Maryland. Pour l'état des forêts, Matt Hansen génère des données sur le couvert végétal, le temps écoulé depuis la perturbation, ainsi que la hauteur de la couverture forestière. Next slide, please. Alors, ces données sur l'état des forêts sont largement utilisées pour cartographier l'étendue, la perte, le gain, l'exploitation forestière illégale, la fragmentation et la connectivité des forêts. Je vous encourage à explorer la page web que vous voyez à l'écran pour une description plus détaillée de la façon dont ces données sont utilisées dans différents pays. Et vous pouvez également accéder aux principales publications scientifiques sur ce site. Next slide, please. L'empreinte humaine, elle est produite par Oscar Venter et James Watson. Grâce à ce projet,
on a développé des cartes de l'empreinte humaine mondiale pour les années 2000 et 2013. Next slide, please. L'empreinte humaine, elle peut être utilisée pour des rapports au niveau national sur l'étendue et l'intensité de la pression humaine, par exemple dans l'utilisation des terres. Les cartes peuvent être utiles pour l'interprétation visuelle, montrant des emplacements de l'empreinte humaine intensive et les zones qui sont un peu plus intactes, donc avec une empreinte humaine moins intensive. Next slide, Diego, please. Nous avons également utilisé des données pour rendre compte des pressions humaines dans les aires protégées, qui pourraient être utiles donc pour certains pays, et notez que ces cartes ne montrent pas directement l'intégrité écologique de la Terre, mais ça se focalise plutôt sur l'intensité avec laquelle les humains utilisent la Terre. Encore une fois, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez demander à Scott Atkinson. Les cartes peuvent être également utilisées pour rendre compte des changements au fil du temps, mettant en évidence les endroits où les pressions humaines augmentent ou diminuent. Des cartes du changement peuvent mettre en évidence des zones où les agglomérations urbaines et les villes se développent dans des paysages ruraux, ou bien où l'agriculture peut se développer dans les habitats naturels. Ces cartes peuvent indiquer des zones qui deviennent plus naturelles à cause des gens qui soit quittent le paysage pour les villes, par exemple, ou vice-versa. Great. Next slide, please, Diego. Donc sur cette slide, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez également utiliser donc les cartes de l'empreinte humaine pour examiner les menaces qui pèsent sur les espèces menacées. Si des espèces particulières sont sensibles à la présence humaine et l'utilisation des terres, il est possible de superposer ces cartes donc de répartition des espèces avec les cartes de l'empreinte humaine pour mettre en évidence les lieux de conflit potentiels pour la biodiversité. Next slide, please. La troisième couche de données qui est fournie par le projet montre la condition structurelle de la forêt, qu'on appelle aussi le SCI. Essentiellement, en fait, ce que vous devez savoir ici, c'est qu'un indice élevé de la condition structurelle de la forêt peut vous aider à identifier les zones qui sont non perturbées et qui ont une stature et une couverture élevée. Les faibles valeurs de l'indice de condition structurelle des forêts indiquent, eux, des zones de petite taille ou récemment perturbées, où les forêts ont été récemment perturbées. Les forêts à conditions structurelles élevées soutiennent des niveaux de vie de biodiversité élevés, beaucoup de systèmes de services écosystémiques. Et donc, ces forêts sont très pertinentes pour la planification de la conservation et une grande attention doit être portée à ces forêts. Next slide, please. Les applications potentielles de l'indice de la condition structurelle des forêts comprennent donc plusieurs choses. Il est possible d'abord de cartographier la structure forestière en tant que mesure de la qualité écologique des forêts, de fournir des données pour quantifier le degré de dégradation des forêts, identifier les emplacements pour la restauration des forêts, fournir un élément d'habitat pour la modélisation de la répartition des espèces. Vous pouvez aussi contribuer à la cartographie du stockage de la biomasse, évidemment, et contribuer aux analyses hydrologiques. Évidemment, sur cette slide, donc, ce n'est qu'un bref aperçu de certaines des manières possibles d'utiliser la couche de données. On abordera en détail quelques applications spécifiques un peu plus loin dans ce webinaire. Cependant, si vous êtes intéressé par plus d'informations sur la façon dont le SCI peut être utilisé pour des applications dans votre pays, n'hésitez pas à contacter notre équipe et encore une fois, notamment Scott Atkinson. Next slide, please. La quatrième couche de données combine les cartes de la condition structurelle des forêts avec l'indice de l'empreinte humaine pour dériver ce qu'on appelle l'intégrité des forêts, l'indice de l'intégrité des forêts. L'intégrité des forêts peut vous aider à identifier ce qu'on appelle les meilleures des dernières forêts, à savoir les forêts à haute valeur de conservation. Next slide. Les applications de l'indice d'intégrité des forêts structurelles, donc on appellera le FSII, donc les applications du FSII comprennent toutes les applications qui sont répertoriées pour le SCI, donc qu'on vient de voir la slide précédente, avec quelques applications supplémentaires clés. Par exemple, le FSII peut être utilisé pour identifier les forêts de la plus haute qualité en termes de conditions structurelles et de faible pression humaine, puisqu'on combine les deux couches de données. Fournir un corrélat de la valeur de la biodiversité qui est basée sur la structure de la forêt et les impacts humains.
ou bien encore fournir une base pour la planification de la conservation des sites pour maintenir la protection ou ajouter des protections ou restaurer la structure et gérer le comportement humain afin de restaurer l'intégrité de la forêt entière. Encore une fois, si vous êtes intéressé par plus d'informations sur la façon dont le FSII peut être utilisé pour des applications dans votre pays, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Next slide, please. La 5e couche de données disponible, qui est développée par Scott Gotts et Patrick Jens, quantifie la fragmentation et la connectivité de ces zones forestières à haute intégrité. Ces données peuvent vous aider à identifier, on va dire, ce qu'on appelle des patchs, donc isolés, des zones centrales de connectivité et la limite de la forêt, entre autres. Next slide, please. Cette analyse identifie 5 classes de fragmentation. Comme vous le voyez à l'écran, ces 5 classes de fragmentation, c'est soit le noyau, la perforation, la forêt limite, la matrice ou un patch. Donc ces cartes de fragmentation peuvent être utilisées pour identifier des zones forestières centrales qui sont des priorités de conservation élevées parce qu'elles ont subi une perturbation humaine minimale. Elles sont donc à forte intégrité. Les cartes de changement de fragmentation peuvent être utilisées pour identifier les paysages où les espèces sensibles sont les plus à risque de déclin ou de perte. Et les cartes de connectivité peuvent aussi être utilisées pour identifier ce qu'on appelle les corridors, donc les couloirs forestiers potentiels à travers des paysages qui seraient dominés par l'homme. Donc sur cette diapositive, vous voyez que les ovales dans l'image de droite mettent en évidence les hotspots où la forêt centrale a été convertie en forêt, on va dire perforée, ou une forêt matrice. À titre de remarque, dans les classes de fragmentation qui sont présentées ici supposent une influence de bord, un effet de bordure de 500 mètres et un seuil de couverture forestière de 25%. Et on ignore évidemment les lacunes de moins d'1 hectare. Next slide, please. Et enfin, la dernière couche de données, donc cet ensemble de données, il est produit par le projet et on examinera grâce à ces données les impacts de l'intégrité des forêts sur les aires de répartition des espèces clés. Et comme je vous l'ai dit au début, cette couche de données sera finalisée dans les 6 prochains mois et on communiquera avec vous lorsqu'elle sera disponible. Next slide, please. Donc même si les données ne sont pas nécessairement disponibles en ce moment, on peut discuter des applications pour cette couche de données. Une application clé des données donc, du projet sur le lien entre l'intégrité forestière et les principales espèces, c'est en fait de soutenir la planification de la conservation. Je vais vous donner un exemple, par exemple, de la façon dont nous pouvons utiliser l'intégrité des forêts pour comprendre l'état d'une espèce en danger ou qui est menacée d'extinction. On va prendre l'exemple du saola, qui est un mammifère en danger critique et menacé d'extinction dans les montagnes du Laos et du Vietnam. Il a été découvert en 1992. Et en examinant la quantité d'habitat à haute qualité, donc qui est identifié par une intégrité forestière élevée, ainsi que d'habitat donc à faible qualité, c'est-à-dire identifié par une intégrité forestière faible, en restant dans son aire de répartition, on peut fournir des informations clés aux décideurs politiques et aux gestionnaires d'aires protégées, ainsi qu'aux praticiens de la conservation sur comment protéger le saola de façon très efficace. On peut adopter une approche similaire pour examiner évidemment toutes les espèces prioritaires dans n'importe quel de vos pays. Donc encore une fois, si vous souhaitez utiliser ces données une fois qu'elles seront disponibles pour une espèce spécifique de votre pays, n'hésitez pas à nous contacter. Next slide, please. Donc pour plus d'informations sur les données qui sont disponibles via le projet, vous pouvez lire les publications qui sont affichées à l'écran et évidemment, encore une fois, être en contact avec nous. Et nous pourrons répondre à vos questions et vous mettre en contact avec l'équipe scientifique. Next slide, please. Donc avant de poursuivre, je vais prendre juste 5 minutes pour voir s'il y a des questions parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Alors, je vous laisse quelques secondes si besoin est pour lever la main. Et sinon, si vous n'avez pas de questions, on va passer à cette autre partie du webinaire. Allez, parfait. Je vois qu'il n'y a pas de questions. So Diego, please, next slide. Parfait. Alors,
Les applications dont nous avons discuté jusqu'à présent sont très utiles, mais on peut aller également juste des applications pour commencer à suivre vraiment les progrès de votre pays vers les cibles spécifiques et les objectifs spécifiques d'Aichi pour la biodiversité, ainsi que les objectifs de développement durable. Next slide, please. En fait, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun des objectifs d'Aichi pour la biodiversité et de l'objectif de développement durable 15 que j'ai présenté en début de présentation, on peut poser des questions clés pour vous aider à suivre les progrès. Par exemple, on peut répondre à la question « Quel a été le taux de perte des forêts naturelles et des forêts à haute intégrité structurelle ?» Et poser cette question, ça peut aider votre pays à suivre les progrès vers l'objectif d'Aichi, donc 5, ainsi que l'ODD 15.2. Dans le reste de la présentation, donc, on va passer en revue chacune des 5 questions identifiées ici et donner un aperçu des méthodes qui seraient nécessaires pour répondre à ces questions, montrer vraiment quels pourraient être les résultats de ces questions dans votre pays. Et évidemment, encore une fois, pour chacune des questions, on aura du temps pour vous, pour que vous adressiez vos questions à Handy Hansen. Ceci, donc, c'est destiné à fournir un aperçu des méthodes et des applications potentielles pour les données du projet. Mais ceci dit, on va rester relativement généraux dans cette partie du webinaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas atteindre le niveau de détail dont vous auriez besoin pour exécuter des analyses par vous-même pour votre pays. Donc, gardez bien en tête que les prochaines slides, c'est une présentation de la méthodologie et des données et de leur application, des questions auxquelles vous pouvez répondre, mais qu'encore une fois, si vous voulez vraiment répondre à ces questions et appliquer la méthodologie dans votre pays, il serait préférable que vous nous contactiez et on en discutera directement avec votre équipe nationale. Next slide, please. Donc, la première question qu'on se demande, c'est quel a été le taux de perte des forêts naturelles et des forêts à haute intégrité structurelle. Next slide, please. La réponse à cette question peut aider à suivre les objectifs, vos progrès vers à la fois l'objectif d'Aichi pour la biodiversité 5 et l'objectif de développement durable 15.2. Pour évaluer la perte des données naturelles au fil du temps, des forêts naturelles au fil du temps, nous avons besoin à la fois donc des données générées par ce projet et quelques autres ensembles de données clés qui sont accessibles au public. Donc vous pouvez voir les données dont on a besoin, à savoir donc les données du projet ou les autres données, elles sont toutes marquées sur la slide. Next slide, please. Alors en fait, lorsqu'on examine cette question, il y a en fait 2 sous-questions et il est important de répondre séparément aux 2 sous-questions. La première sous-question, c'est quelle est la perte des forêts naturelles? Et donc, on va voir ensemble les méthodes nécessaires pour répondre à la question ici. Tout d'abord, on doit définir les zones qui devraient être classées comme des forêts en 2000. Cela peut être fait en utilisant différents seuils pour la couverture forestière et la hauteur de la couverture, tels que définis dans l'ensemble de données hauteur de la canopée en 2000 qui est disponible auprès du Global Forest Watch. Une définition courante, c'est que la forêt, c'est une zone où la couverture forestière est supérieure à 30% et la hauteur de la canopée est supérieure à 5 mètres. Votre pays, bien sûr, peut avoir sa propre définition de la forêt et vous pourriez utiliser évidemment la définition nationale ici. Une fois que nous avons identifié la forêt en 2000, il faut identifier quelle forêt est une forêt naturelle ou une forêt primaire. Les forêts naturelles peuvent être définies soit sur la base d'une faible empreinte humaine, soit sur la couche de forêt primaire qui est développée par Kurubanova et al., qui est présentée donc dans la diapositive précédente. Nous devons ensuite utiliser les couches de données du projet pour la perte de forêt pour les années 2000 à 2018, et nous devons soustraire la perte pour chaque année au cours de cette période de la superficie de la forêt naturelle ou de la forêt primaire en 2000, afin de quantifier le taux de perte de la forêt naturelle. On devra ensuite résumer le taux de perte des forêts naturelles entre 2001 et 2018 par écorégion et par pays en utilisant les données écorégion donc de Resolve de 2017 ou bien un équivalent. Next slide, Diego, please. Qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on effectue une analyse comme celle-ci? Sur ces diapositives, je vous montre des exemples pour la Colombie et la Malaisie de quantification du taux de perte des forêts primaires ou des forêts naturelles sur un laps de temps de 18 ans. Ces exemples proviennent de rainforestmongabe.com
mais elles peuvent être facilement répliquées avec des scripts donc sur ArcMap ou Google Earth Engine. Encore une fois, on vous montre les résultats de cette analyse. Si vous voulez faire cette analyse avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et on peut vous guider. Next slide, please. Une fois qu'on a répondu à la première partie de la question, il faut répondre à la deuxième partie de la question qui porte sur le taux de perte des forêts à haute intégrité structurelle, ou bien, comme on l'a dit, hein, la haute intégrité structurelle, c'est le FSII élevé, avec cet acronyme donc, qu'on a vu un peu plus tôt. Donc, pour cette partie de la question, on peut utiliser une approche similaire à celle qu'on vient d'utiliser pour la question sur le taux de perte des forêts primaires. Cependant, faut juste noter que pour le FSII, on ne dispose de données disponibles que pour la période 2012 à 2018 et pas 2000 à 2018. Tout d'abord, il faut définir les forêts avec un indice de conditions structurelles, donc le SCI, qui est élevé pour l'année 2012. Pour ce faire, il faut utiliser les couches de données du projet de la couverture forestière en 2010, la hauteur de la canopée en 2012 et l'année de perte entre 2000 et 2012. À l'aide de ces couches de données, nous pouvons identifier les forêts qui ont plus de 75% de couverture forestière, qui ont une canopée de plus de 15 mètres de haut et qui n'ont pas été perturbées au cours de la période de 2000 à 2012. Pour rappel, le SCI mesure la complexité structurelle des forêts. Donc un SCI élevé indique une complexité structurelle élevée. Par contre, contrairement au FSII, le SCI ne prend pas en compte la pression humaine. Donc pour définir le FSII, il faut utiliser un SCI élevé pour 2012 que nous avons calculé à l'étape numéro 1, ainsi que l'empreinte humaine qui est disponible pour l'année 2013. Ensuite, on superpose la perte des forêts de 2013 à 2018 sur le SCI élevé de 2012 et le FSII élevé de 2013 afin d'identifier les endroits où la déforestation a eu lieu sur les forêts à haute intégrité structurelle. Vous pouvez également exécuter cette analyse pour une forêt qui n'avait pas un SCI élevé en 2012 ou qui n'avait pas un FSII élevé en 2013. Si vous avez choisi de faire l'étape 4, vous pouvez ensuite résumer les taux de perte pour les forêts à SCI élevé, FSII élevé, ou bien à SCI faible et FSII faible par pays. Next slide, please. Qu'est-ce qu'on obtient lorsque l'on fait cette analyse? Ici, vous pouvez voir les résultats de la Colombie et de la Malaisie. On a également effectué cette analyse en fait pour les 29 pays participants et les résultats sont disponibles dans l'article qui a été écrit par Andrew Hansen et les autres collègues. Les scripts Google Earth Engine sont aussi disponibles pour utilisation dans ce manuscrit. Donc, si vous souhaitez avoir accès aux résultats de cette analyse, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra en contact avec l'équipe scientifique. Dans cet exemple, vous pouvez voir que les forêts à FSII élevés ont des taux de perte inférieurs à ceux des forêts où la pression humaine est plus élevée. Rappelez-vous que les forêts à FSI élevé, par définition, ont une faible pression humaine, donc ce résultat est probablement dû à un accès plus limité aux forêts à haut FSI. Et donc, si on traduit ça en politique, ça suggère que les futures stratégies de conservation devraient éviter des projets d'infrastructure qui augmentent l'accès à ces zones de forêt qui ont un haut FSI. Next slide, please. Alors, je sais que c'est un peu complexe et moi, je vous encourage à pouvoir relire la présentation et revenir avec nous avec des questions. Mais si vous avez des questions immédiates, je suis disponible pour les prendre et Andy est avec nous et on peut répondre à certaines questions. Est-ce que vous avez donc potentiellement des questions sur cette première question politique, on va dire, auxquelles on peut répondre avec les données du projet? Alors, je ne vois pas de questions. Très bien, de toute façon, on aura d'autres temps pour pouvoir discuter ensuite. On va donc passer à la question numéro 2, à savoir une deuxième question pour laquelle on peut utiliser donc les données du projet. Et cette question, c'est la fragmentation des forêts a-t-elle été réduite? Et la fragmentation des forêts à haute intégrité a-t-elle été réduite? Next slide, please. Ces questions peuvent nous aider à suivre les progrès de l'objectif d'Aichi pour la biodiversité 5, qui se concentre sur la réduction du taux de perte d'habitats naturels, y compris la réduction significative de la dégradation et de la fragmentation des habitats. Pour répondre à cette question, on a besoin de 3 ensembles de données clés qui sont produits par le projet, ainsi que des données sur les écorégions. Encore une fois, vous pouvez voir ça à l'écran. Next slide, please.
Encore une fois, pour cette question, on doit diviser l'analyse en deux sous-questions. La première examine simplement la couverture forestière mondiale. Ici, on définit la couverture forestière mondiale légèrement différemment de la façon dont on l'a définie à la précédente question. Au lieu d'utiliser la couverture forestière et la canopée, on a simplement choisi de définir des forêts qui ont une couverture forestière de plus de 25% ou de plus de 50%. C'est votre choix. Cette définition de la couverture forestière ne fait pas de distinction entre la forêt naturelle ou primaire et la forêt non naturelle. En fait, elle vise plutôt à quantifier les modèles de forêt en général. Nous utilisons ensuite un logiciel qu'on appelle Guidos pour classer les 5 classes de fragmentation de l'analyse que j'ai introduites précédemment, à savoir, vous vous rappelez, le noyau, perforation, limite, matrice et patch. L'ensemble des données fournit deux résultats différents, un qui suppose des effets de bordure de 500 mètres et un autre qui suppose des effets de bordure de 1000 mètres. Nous, on va se concentrer sur les résultats de l'effet de bordure de 500 mètres. Ensuite, on utilise un jeu de données, donc le jeu de données du projet, qui est l'année de perte entre 2000 et 2012, et le gain de forêt entre 2000 et 2012 pour cartographier les pixels de la forêt pour l'année 2012. Et ensuite, on utilise encore ce logiciel Guidos pour classer chaque pixel dans une classe de fragmentation pour l'année 2012. Une fois que ça c'est fait, on résume l'évolution de chaque classe de fragmentation entre 2000 et 2012. Next slide, please. Cette diapositive montre les résultats de cette analyse pour l'Amérique du Sud. Les cartes montrent la fragmentation en utilisant donc un seuil de forêt de 25% et un effet de bordure de 500 mètres. Le texte rapporte les résultats pour un seuil de forêt de 25% et 50% et un effet de bordure de 500 mètres. Sur la carte illustrée ici, vous voyez le vert, c'est une forêt centrale située à plus de 500 mètres d'une lisière non forestière. Le rouge est une forêt matrice située à moins de 500 mètres d'une lisière, mais toujours contiguë à une forêt centrale, et à cette échelle, l'arc de déforestation du Brésil est vraiment apparent. En bref, donc cette analyse montre que la fragmentation des forêts a augmenté, malheureusement, plutôt que diminué entre 2000 et 2012. Next slide, please. On examine ensuite la deuxième partie de la question, qui demande comment la fragmentation des forêts à haute intégrité a été réduite. Pour cette question, nous avons les données pour évaluer la période de 2013 à 2018. Tout d'abord, nous devons identifier le FSII élevé de 2013 et de la même manière que nous l'avons fait pour l'analyse précédente. Pour ce faire, on doit utiliser les couches de données du projet sur la couverture forestière en 2010, la hauteur de la canopée en 2012 et l'année de perte entre 2000 et 2012. À l'aide de ces couches de données, il faut identifier les forêts qui ont plus de 75% de couverture pour leur canopée, avec une canopée de plus de 15 mètres de hauteur et qui n'ont pas été perturbées sur la période de 2000 à 2012. On définit ensuite le FSII à l'aide d'un SCI élevé 2012 et de l'empreinte humaine qui est disponible pour l'année 2013, on l'a dit. Ensuite, on utilise encore une fois ce logiciel Guidos pour classer chaque pixel dans l'une des 5 classes de fragmentation qu'on a introduites. Et on utilise l'algorithme donc de Morphological Spatial Pattern Analysis. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour plus d'informations sur cet algorithme, vous pouvez vous rendre sur le lien qui est affiché dans la diapositive. Évidemment, notre équipe peut répondre à des questions sur le fonctionnement de l'algorithme. Troisièmement, sur la base des résultats de cette analyse, on calcule les aires de chaque classe de fragmentation. Et enfin, on superpose l'année de perte 2013 à 2018 sur chacune des classes de fragmentation et on calcule la zone de perte et le pourcentage de perte de chaque classe de fragmentation avec un FSII élevé. Next slide, please. Quels sont les résultats qu'on obtient avec une analyse comme celle-ci? Cette première diapositive montre uniquement les résultats de l'étape 3 de la diapositive précédente. Essentiellement, en fait, on voit les classes de fragmentation avec un FSII élevé en 2013 dans les tropiques humides obtenus à l'aide de l'algorithme. Cette analyse suppose un effet de bordure de 500 mètres et ignore les lacunes de moins d'1 hectare. Nous pouvons voir qu'il existe ici de grandes différences dans les classes de fragmentation à FSII élevé à travers les tropiques. Je décris ici 3 exemples d'écorégions en noir. Donc en haut à gauche, on voit que c'est le Brésil, donc Madère Patajos Moist Forest. En haut à gauche. En haut à droite, c'est la République démocratique du Congo avec la forêt de plaine congolaise du nord-est.
Et en bas, c'est une carte de l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, avec la forêt pluviale des basses terres de Bornéo. Vous pouvez voir que chacune des 3 images a des proportions nettement différentes de chacune des 5 classes de fragmentation. Next slide, please. Sur ces diapositives, je montre les résultats des étapes 4 à 6. Donc, vous pouvez voir la superficie et le pourcentage de pertes par classe de fragmentation à FSII élevé dans l'écorégion de Madère-Tapajós du Brésil. Ces résultats combinent des classes de fragmentation à FSII élevé avec la déforestation afin d'estimer la zone de déforestation par catégorie de fragmentation et pour évaluer le risque relatif de déforestation pour différents types de forêts à FSII élevé. Donc la rangée du haut montre que des centaines de kilomètres carrés de forêts noyaux ont été perdus dans l'écorégion de Madère-Tapajós, avec des plus petites quantités dans les autres écorégions. En bas, par contre, on voit que le taux de perte de forêt augmente de la catégorie la moins fragmentée, à savoir le noyau, à la plus fragmentée, qui est le patch. Cela indique que des forêts à FSI élevé dans les catégories de parcelles et de matrices peuvent être particulièrement vulnérables à la déforestation. Dans l'ensemble, malheureusement, les résultats en fait suggèrent que la fragmentation a augmenté dans les 3 écorégions. Et des données comme celle-ci montrent que de nouveaux efforts doivent être vraiment dédiés et consacrés à l'arrêt de la fragmentation afin d'atteindre l'objectif d'Aichi numéro 5. Next slide, please. Alors, est-ce que j'ai fini donc le développement pour cette deuxième question, qui elle aussi était un peu complexe. Et je me tourne encore une fois vers vous pour savoir si vous avez des questions et si je peux les transmettre à Andy. Je vous laisse quelques secondes pour lever la main. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions et encore une fois, je vous encourage à relire ces présentations une fois que nous les circulerons et nous adresser vos questions ensuite si vous en avez certaines. La question numéro 3, troisième question donc, que nous allons adresser aujourd'hui, vise à évaluer si la connectivité des aires protégées a augmenté avec des liens clés sur le suivi des progrès pour atteindre l'objectif d'Aichi 11. Next slide, please. Donc, pour répondre à cette question, encore une fois, il faut d'abord évaluer quelles données dont on a besoin. Ici, on a besoin de 3 ensembles de données clés produits par ce projet, ainsi que des données sur le paysage forestier intact, les aires protégées et les écorégions. Dans cet exemple, on a utilisé la base de données mondiale sur les aires protégées, qu'on connaît tous comme la WDPA, mais cette analyse pourrait être exécutée en utilisant toutes les données nationales sur les aires protégées, évidemment, si vous avez des données sur les aires protégées qui sont plus à jour que la WDPA. Next slide, please. Donc, pour commencer à répondre à cette question, on peut cartographier les corridors ou les couloirs de paysages forestiers intacts entre les aires protégées. Les paysages forestiers intacts sont de vastes zones forestières, on considère généralement égales ou supérieures à 500 km², qui sont exemptes de signes visibles de perturbations humaines. On est actuellement en train d'exécuter cette analyse donc des corridors de forêt à haut FSI ou à FSI élevé entre les aires protégées et nous partagerons ces données dès qu'elles seront prêtes. Pour effectuer cette analyse, on utilise ce qu'on appelle l'approche du corridor à moindre coût. Cette approche donne la priorité aux corridors à couverture forestière élevée entre des paysages forestiers intacts. On identifie ensuite des paysages forestiers intacts qui chevauchent les aires protégées. Et enfin, on superpose la perte de la forêt des années 2000 à 2018 sur les corridors qui sont identifiés à l'étape numéro 2. Next slide, please. La diapositive que vous allez voir à l'écran dans quelques secondes montre les résultats de cette analyse pour les couloirs qui soutiennent le parc national de Manu au Pérou. Les polygones donc en bleu, bleu-vert clair délimités en noir sont des paysages forestiers intacts. D'ailleurs, on les appelle les IFL, les Intact Forest Landscape. Les corridors en vert, vous les voyez donc, montrent des zones importantes de connectivité entre les paysages forestiers intacts. Le vert foncé indique une forte densité de corridors qui relient les IFL, qui ont une couverture forestière importante. Et le vert clair indique, lui, une faible densité où les couloirs reliant les IFL qui sont des plus petites zones de forêt ici.
De nombreux IFL se recoupent avec les aires protégées de sorte que la perte de la couverture forestière dans les couloirs entre IFL affecte la connectivité des aires protégées qui sont à proximité, vous le comprenez. Une carte comme celle-ci peut aider votre pays à identifier les corridors ou les couloirs clés dans lesquels se produit la déforestation qui devraient être prioritaires pour l'action, afin de protéger et d'augmenter la connectivité des aires protégées. Next slide, please. Donc cette troisième question était un peu plus simple et ne nécessitait pas de diviser la question en deux. Je me tourne encore vers vous pour voir s'il y a certaines questions avant que l'on passe aux deux dernières questions politiques que l'on peut adresser grâce à ces données du projet. Donc toujours pas de questions. Diego, we can go next slide. La question donc numéro 4 que l'on peut donc discuter, c'est de savoir comment les espèces menacées, comment l'état des espèces menacées a-t-il été amélioré ou maintenu. Cette question fournit des données qu'on peut utiliser pour suivre les progrès vers l'objectif d'Aichi 11 sur les aires protégées, 12 pardon, sur les espèces menacées, et la cible 15.5 des ODD, tous deux axés sur donc les espèces menacées. Next slide, please. Pour répondre donc à cette question, on utilise un proxy, c'est-à-dire qui examine la superficie en kilomètres carrés de forêt à FSI élevé en restant dans l'aire géographique d'une espèce donnée, et en particulier ici on se focalisera sur le saola, comme on en a discuté dans les slides précédentes. Pour rappel, comme souligné précédemment, les forêts à FSI élevé sont définies comme des forêts à haute intégrité, qui sont hautes, qui ont une couverture forestière fermée et qui ont une faible pression humaine. Donc en démontrant la quantité de cet habitat convenable dans l'aire de répartition du saola, on peut aider à rendre compte de l'état en fait de l'espèce du saola. Pour répondre à cette question, on utilise deux couches de données du projet, le SCI et le FSII, et on utilise également des cartes de répartition de l'UICN qui sont disponibles à l'adresse indiquée sur cette diapositive. Next slide, please. Alors, comment est-ce qu'on exécute cette analyse? Tout d'abord, on a téléchargé l'aire de répartition géographique du Saola à partir de la base de données de l'UICN. Ces cartes sont disponibles gratuitement pour toutes les espèces de la liste rouge de l'UICN. Et on a ensuite, à cette base de données, on a superposé la couche raster de l'indice d'intégrité structurelle, dans le SCI de la forêt pour 2018. Le FSII a des valeurs de pixels allant de 0, qui indiquent en fait une forêt fortement dégradée avec une pression humaine élevée, à 18, et là, à l'inverse, c'est une forêt qui a une condition structurelle la plus élevée, donc avec une pression humaine faible. Pour le Saola, on a déterminé le nombre de pixels dans la catégorie d'intégrité faible, donc de 0 à 5, d'intégrité moyenne de 6 à 13 et d'intégrité élevée de 14 à 18, afin de connaître la superficie totale en kilomètres carrés dans chaque catégorie. Next slide, please. Donc vous pouvez voir ici les étapes et les méthodes pour répondre à cette question. Donc tout d'abord, on le dit, il faut télécharger la distribution géographique du Saola. Vous superposez la distribution la distribution de Saola et le FSII de 2018 pour déterminer le nombre de distributions de Saola, et ensuite vous calculez la superficie totale en kilomètres carrés pour chaque catégorie. Next slide, please. Cette analyse montre que le Saola ne dispose que d'environ 2000 km² de forêt à haute intégrité restant dans son aire de répartition géographique. Malheureusement, c'est très peu. La majeure partie de la forêt de l'aire de répartition du Saola est fortement dégradée et subit une très forte pression humaine. Cela montre ainsi l'analyse que l'on peut faire pour une espèce menacée, et on peut également effectuer évidemment cette analyse pour chaque espèce de mammifères, d'oiseaux, de reptiles ou d'amphibiens dans votre pays. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une espèce en tête. Next slide, please. L'analyse de toutes les espèces forestières tropicales du monde montre que l'Amérique du Sud possède la plus grande quantité de forêts à haute intégrité, alors que l'Afrique et l'Asie sont un peu plus faibles en comparaison. Next slide, please. Avez-vous des questions sur cette quatrième question et ce quatrième type d'analyse?
Je vois toujours pas de questions. Très bien. Alors, on va passer à la 5e question. Next slide. Thank you. Dans notre 5e et dernier exemple, on montre comment les données du projet peuvent être utilisées pour répondre à la question comment maintenir et restaurer des forêts à haute intégrité structurelle, qui est une question très importante. Cette question fournit des données que nous pouvons utiliser pour suivre les progrès vers les cibles 15.2 de l'ODD, donc 15, qui se concentrent sur la conservation, la restauration et l'utilisation des durables, ainsi que sur la cible 15.9 qui met l'accent sur la planification de la biodiversité. Next slide, please. L'ODD 15 appelle à une gestion durable des forêts. On a développé donc un cadre de conservation pour une gestion forestière plus durable de la structure et de l'intégrité des forêts. Pour exécuter cette analyse finale, nous avons besoin de plusieurs ensembles de données qui sont fournis par le projet, ainsi que de la frontière WWF pour le biome des forêts tropicales humides et subtropicales de feuillus, ainsi que la base de données mondiale sur les aires protégées, à savoir la WDPA. Next slide, please. Dans notre prochain article qui sera publié prochainement, on a proposé un cadre pour utiliser les données du projet pour planifier les emplacements et maintenir la protection, mettre en œuvre une nouvelle protection, restaurer la structure ou restaurer l'intégrité de la forêt. On suggère de maintenir la protection dans les zones qui ont une condition structurelle élevée, une faible empreinte humaine et qui sont déjà protégées. Des tactiques pour ce faire pourraient inclure des incitations communautaires, la réglementation ou l'application et la gestion active de la zone. Donc voyons où nous recommandons d'étendre la protection. Nous, on suggère que étendre la protection devait être fait dans les zones qui ont un SCI élevé, une faible empreinte humaine et qui ne sont pas déjà protégées. Nous recommandons de restaurer la structure dans les zones à SCI modéré et à faible empreinte humaine. Cela pourrait être réalisé notamment par des approches telles que le reboisement, l'agroforesterie ou le pâturage ou bien la lutte contre les incendies. Et enfin, on suggère de restaurer l'intégrité des forêts en réduisant la pression humaine dans les zones à SCI élevé et à empreinte humaine modérée. Cela peut se faire par l'éducation, par les incitations financières et notamment la science citoyenne. Ce type d'analyse pourrait être mené dans chacun de vos pays et on pourrait vous aider à réviser votre système de classification, bien sûr en fonction de vos intérêts nationaux. Next slide, please. Cette diapositive montre les résultats de l'application de ces méthodes en Colombie et en Malaisie. La méthode souligne que chaque pays peut réussir à accroître la durabilité structurelle des forêts en mettant en œuvre une ou plusieurs de ces stratégies. En Colombie, par exemple, l'extension des protections pour les forêts à FSII élevé représente une énorme opportunité. Et en Malaisie, la gestion des activités humaines pour réduire les impacts humains négatifs dans les forêts à FSII élevé pourrait être également une opportunité majeure. Next slide, please. C'était donc cette 5e question. Je voudrais voir si vous avez des questions sur cette question, sur cette méthode que je viens de présenter et sur les façons donc de protéger ou restaurer ou conserver les forêts à haute intégrité structurelle. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous laisse. Ah, je vois qu'il y a Michel Bindo qui a levé la main. Michel, je vais essayer d'ouvrir votre microphone. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Oui, je vous le reçois très bien. C'est bon? Oui, je vous entends très bien, merci. Oui. Bonjour Marion. Bonjour. Oui, c'est juste une petite préoccupation par rapport au fonctionnement du modèle que nous sommes en train d'examiner, qui me semble bien, mais cela suppose, quelles que soient les questions que nous sommes, les préoccupations, il faut un état de référence dans le modèle, dans cette plateforme de suivi de forêt. Il faut un état de référence, c'est-à-dire des situations de forêt non dégradées, non sollicitées, et qui nous permettra alors de faire des analyses. Il faut bien des états de référence. Oui, en effet, il faut des états de référence. Alors, je vais traduire votre question. De quel pays venez-vous? République centrafricaine. Parfait.
Alors, et vous parlez bien de cette dernière question sur comment maintenir et restaurer les forêts à haute intégrité Oui, structurelle. Oui. Alors, je vais traduire cette question. oui, Je peux traduire cette question à Andy en anglais et puis je pense de toute façon que vous avez la réponse dans votre question. So Andy, I'm just having a question from Michelle for you. It's not that much of a question. It's more a comment saying that for this last policy question, question number 5, we need to have a, let's say, a state of reference of the forest. So we need to calculate really, we need to know where the forest with, you know, FSII is high before we can actually undertake such an analysis. Um, Michel is from Central African Republic, and he was just adding this to this analysis in the slide. Do you want to say something? So we can provide maps of these layers for him to look at, if that would be helpful in that regard. Alors Michel, du coup, Andy dit qu'effectivement c'est le cas. Ceci dit, si ça peut vous faire gagner du temps, on peut fournir en fait des cartes et des couches de données sur ces forêts pour votre pays pour que ça vous limite en fait le temps d'analyse et que vous n'ayez pas à calculer toutes les données, à moins que vous ayez des données qui soient déjà finalisées dans votre pays. Est-ce que ça pourrait être utile pour vous? ça peut toujours être utile. Ça peut toujours être utile, oui. So Andy, indeed, that would be actually useful for CAR. So if there is a way to communicate those data layers, it would be great. Michel, peut-être ce qu'on peut faire, c'est que, est-ce que vous êtes déjà sur la liste des contacts pour ce projet, n'est-ce pas? Pas forcément, pas forcément. Il me semble que je suis bien sur la liste de contacts, hein, parce que c'est la troisième leçon là. Oui, exactement. Donc je vais m'assurer après donc Oui. ce webinaire, je vais vous envoyer un message afin donc d'être connecté avec vous, de comprendre spécifiquement de quelle couche de données vous avez besoin afin de pouvoir faire cette analyse. Et je vous mettrai en contact avec Andy et l'équipe scientifique pour pouvoir vous communiquer ces couches de données, d'accord? Et comme ça, on pourra avancer ensemble. Entendu. So Andy, what I'm going Entendu. to do is that after this webinar, I'll just be in touch with Michel to understand accurately what data layer they need and what maps they need. And then I can put you in touch with Michel and then we can just work all together so Michel can undertake analysis and answer this question in his country. All right? Yes, thanks. And I could then email him a map of the data layers for the Central African Republic. And then, of course, on our Figshare site, the data are available for download as well. Mm-hmm. So perhaps I can first send him a map, and if that's of interest, then we could work with him for them to have access to the data sets. Super. Oui, Michel, en fait, Andy dit que non seulement il peut vous envoyer une carte, mais qu'en plus, les données pures, on va dire, hein, pas une carte PDF ou JPEG, les données pures sont disponibles sur le Figshare. Donc, ce que Andy va faire, c'est vous envoyer une carte et voir si ça répond à vos besoins. Et si c'est le cas, il sera même possible, on pourra vous guider pour télécharger le bon jeu de données dans Figshare et être sûr que vous avez les données, on va dire, utilisables plus que la carte même pour faire l'analyse. Entendu. C'est super. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question, Michel? Non, ce sera tout. Merci. D'accord, super. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ferme votre micro et je vais juste voir s'il y a d'autres questions de la part d'autres personnes qui participent, peut-être. Ou si vous avez une question similaire à celle que Michel vient de poser. Alors, je ne vois pas donc de main levée ni de questions posées, donc je vais considérer que les participants n'ont pas d'autres questions.
Next slide, Diego, please. Dernière chance de poser vos questions. Bon, s'il n'y a pas plus de questions, on va passer à la slide suivante. Et donc, juste pour vous dire que l'équipe scientifique donc, est dirigée par Andy Hansen, que vous venez d'entendre parler, qui est donc le chercheur principal du projet, mais nos autres chercheurs fournissent aussi des données et des analyses spécifiques, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, et ils sont tous vraiment à votre disposition pour vous aider à appliquer ces données dans votre propre contexte national. Et n'hésitez pas à nous contacter avec des besoins spécifiques. Nous, on peut donc vous mettre en contact et vraiment l'équipe est disponible pour vous aider à faire ces analyses dans votre pays. Next slide, please. En plus de l'équipe scientifique, il y a l'équipe du PNUD, donc l'équipe Nature for Development. Et en fait, au PNUD, on s'efforce de faire le lien entre les scientifiques de renommée mondiale et les décideurs de votre pays. On a une équipe très diversifiée qui travaille sur le projet d'intégrité forestière. Pour les pays pilotes, notamment, votre point focal principal, c'est Annie Vernig. Et pour les pays, les nouveaux 21 pays qui nous ont rejoints cette année, vous avez un point focal différent. C'est soit Prudence Rain, qui s'occupe des pays anglophones, mais donc ça ne vous concerne pas, et moi-même, Marion Marigot, pour les pays francophones et hispanophones. N'hésitez pas donc à nous contacter à tout moment avec vos questions. Et encore une fois, nous, on est ravis de faire le pont entre vos besoins et les données qui sont disponibles pour votre pays, pour le projet. Vous mettre en contact avec l'équipe scientifique et être sûr que vous pouvez en fait faire les analyses qui sont pertinentes pour votre pays en fonction de vos priorités nationales et de vos engagements pour les ODD, pour les objectifs d'Aichi et vos cibles nationales. Next slide, please, Diego. Je vous laisse encore juste quelques secondes pour poser des questions si vous en avez. Et je vois qu'il n'y a pas de main qui se lève, il n'y a pas de questions qui arrivent. Et dans ce cas, Diego, next slide please. Je vais passer à la dernière slide d'aujourd'hui et juste vous remercier de nous avoir rejoints et d'avoir participé à ce webinaire. Je sais que c'était un peu technique, donc n'hésitez pas à relire les questions et relire cette présentation une fois qu'on vous l'aura envoyée. Et revenir vers nous si vous avez des questions. Vous voyez mon nom, marionmarigot@undp.org. Vous pouvez m'écrire, mais aussi à Andy Hansen, qui est donc le chercheur leader de cette équipe et qui pourra, comme nous l'avons montré avec l'exemple de Michel, vous envoyer les cartes pertinentes. Pour vous aider, encore une fois, cet enregistrement du webinaire, il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du Forum NBSAP. Et toutes les présentations seront aussi en ligne et vous recevrez un email prochainement avec à la fois les présentations et les enregistrements, mais également les enregistrements pour les précédents webinaires. Encore une fois, j'insiste, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez toute question. Et j'espère donc que vous avez apprécié ce webinaire, que vous avez une meilleure idée de comment utiliser les données du projet afin de soutenir les engagements de votre pays. Et évidemment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir avoir cette série de webinaires avec vous et d'avoir votre intérêt et porter à bien donc ce projet et vous soutenir autant que possible. Je vous dis à bientôt et encore une fois, merci. Et cela conclut notre webinaire aujourd'hui.